Mardi 23 août 2022, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Je vous invite de le suivre jusqu'à son terme. Le recensement débutera ce mois d'octobre pour Madagascar qui s'inscrit également dans le cadre de la refonte de la liste électorale, a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Aujourd'hui, la CENI, qui est l'institution électorale à Madagascar, est déjà en pleine préparation des élections. Concernant le budget, le ministre de l'Intérieur a indiqué que le gouvernement y a déjà alloué un budget. Toutefois, le gouvernement reste ouvert aux partenaires. Le gouvernement, avec le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères, mènera une campagne pour délivrer gratuitement des livrets de famille et des cartes d'identité nationale dans toute l'île. Cela se fera à travers le projet Prodigy, financé par la Banque mondiale. Dans le cadre de la préparation, un atelier a été organisé par le ministère de l'Intérieur avec des représentants de l'État de toute l'île pour définir leurs responsabilités dans cet événement. La campagne de délivrance de livrets de famille et de cartes d'identité nationale pour les 18 ans et plus débutera au mois de septembre au niveau des 172 communes de 5 régions. 5 millions d'habitants en bénéficieront à travers le projet Prodigy, financé par la Banque mondiale à hauteur de 86 millions de dollars. Une task force sera mise en place avec des équipements techniques, technologiques et des infrastructures. Ce projet s'inscrit également dans le cadre de l'amélioration et l'adaptation de l'administration publique à la tendance pour avoir un impact direct sur la vie de la population malagasy. Les représentants étatiques ont un important rôle à jouer dans ce sens, d'où cet atelier organisé par le ministère central et les représentants étatiques de toute l'île pour leur communiquer leurs responsabilités dans cette réforme. Cet atelier durera 2 jours, un atelier qui entre toujours dans le cadre de la gestion de la population par la gestion de la carte nationale d'identité et du livret de famille qui sont des droits fondamentaux d'un citoyen. Également, à la une des actualités, les dons du président de la République pour les jeunes qui assisteront à la 10e édition du JMJ Mada ne devraient pas être véhiculés sous un angle politique, selon le monseigneur Gabriel Rangianatenain, qui est le premier responsable de l'organisation de cette édition. L'Église ne rejette en aucun cas les dons d'où qu'ils proviennent et ne soulève également aucun problème concernant leur couleur. Le JMJ est un rendez-vous sacré et nécessite donc la solidarité et l'union de chacun selon toujours les explications. Le JMJ Mada aura lieu en Tirabé du 31 août au 4 septembre. En raison des difficultés actuelles, le groupement des présidents de l'université et de tous les IST de l'île ont conclu que tous les bacheliers souhaitant poursuivre l'enseignement supérieur devraient être tous acceptés. Cependant, il appartient à chaque université et à chaque IST de déterminer leur capacité d'accueil. L'enseignement en ligne est également conseillé pour augmenter la capacité d'accueil des bacheliers. Toujours un reportage de Merveilleuse Sphère sur les images d'Anza Radonarville. Selon les statistiques officielles, 93 733 sur 192 444 candidats ont réussi le baccalauréat cette année, soit un taux de réussite de 48,71%. Concernant la capacité d'accueil de ces bacheliers au niveau de l'enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré que la réunion des groupements des présidents des universités a décidé, 5 juillet dernier, que tous les bacheliers souhaitant intégrer l'université devraient être acceptés. Cependant, chaque université doit définir sa capacité d'accueil. La réalisation des infrastructures Manara Pinch facilitera énormément cette capacité d'accueil. D'un autre côté, les responsables sont en pleine organisation pour la capacité d'accueil des cités universitaires. Le ministère de tutelle appelle donc les sortants à quitter les résidences. L'année académique est prévue prendre fin en octobre 2022 si la rentrée universitaire est prévue pour novembre 2022. Et sur un tout autre sujet, à présent, les licences d'exportation de la vanille ont été délivrées en avance et en toute transparence, selon la déclaration des opérateurs vanilliers hier. Un accord a également été conclu portant sur la reconsidération des conditions des agriculteurs sur le prix de la vanille verte. Les opérateurs ont affirmé leur volonté de respecter cet accord, d'après ce reportage de Sylvain Enza Rangiansu.
La délivrance des licences d'exportation de vanille s'est faite en présence des 70 opérateurs vanilliers, une première pour ces derniers, car si auparavant, les conditions d'exportation de la vanille, laquelle est le produit emblématique de Madagascar, se faisaient en cachette au sein de certains bureaux, la filière vanille s'oriente donc vers la transparence. Les conditions d'une coopération continue et de l'amélioration du monde de la vanille ont également été clairement définies, dont l'une des plus importantes est le respect du prix minimal du kilo de vanille verte à 75 000 lariars, la vanille préparée à 500 000 lariars et à 250 $ sur le marché international. Ceux qui ont obtenu une licence d'exportation doivent rapatrier les devises issues de l'exportation de la vanille et payer les taxes y afférentes. 70 opérateurs vanilliers ont obtenu leur licence d'exportation sur les 97 demandes selon la liste publiée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. L'on sait également que le rejet de certains opérateurs par la FINEX aux finances extérieures est dû au non-rapatriement de devises. La digitalisation rencontre encore des problèmes au niveau du marché des souches. Selon le délégué du marché, aujourd'hui, un regroupement de marchands a signé un contrat avec la commune urbaine d'Antananarive la semaine dernière, mais il ne représente pas les marchands, dénonce certains. La sensibilisation se poursuit au niveau du marché et la commune a assuré que le marché ne sera pas privatisé. Toujours un reportage de Sylvain sur les images de Secha Angiana pour Inzar Arangianso. La commune urbaine d'Antananarive procède actuellement à la digitalisation des marchés, mais les marchands au niveau du marché d'Issouch sont encore réticents à l'égard de ce nouveau système, selon les déclarations du délégué du marché aujourd'hui. Les marchands disent également ne pas avoir envoyé de représentants pour signer un quelconque accord. Quoi qu'il en soit, la digitalisation garantit la transparence financière et constitue également un réel avantage pour les marchands. Nombreux parmi eux sont déjà convaincus par le projet. La commune urbaine d'Antananarive reste ouverte aux discussions et sensibilise aussi sur la digitalisation des marchés. Les délégués de leur côté attendent une consultation et des descentes selon leur dire aujourd'hui. Madagascar maintient sa neutralité face aux différentes guerres et crises à l'extérieur, a souligné le ministre des Affaires étrangères lors de sa rencontre avec les journalistes à Anoussi aujourd'hui. Par ailleurs, la position de Madagascar concernant les îles éparses n'a pas changé et les négociations avec la France pour leur restitution reprendront bientôt, a-t-il poursuivi. Christelle Rakutmalal et Barniana Denisson étaient sur place. Madagascar n'a pas d'ennemis et est prêt à collaborer avec tous les pays. L'objectif est de concrétiser la vision du président de la République en faisant de Madagascar un pays émergent, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Richard Rajamajatu. Il a fait cette déclaration compte tenu de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et la crise entre la Chine et les États-Unis concernant Taïwan. Et à Madagascar, nous devons bien entendu de ne pas perdre de vue la défense de nos intérêts, économiques tout particulièrement, mais également la défense de notre souveraineté nationale et territoriale. Simplement à vous dire que nous n'avons pas à Madagascar d'ennemis désignés. Et sachez que les amis de nos amis ne sont pas forcément nos amis. Et que les ennemis de nos amis ne sont ni nos amis, ni nos ennemis. Madagascar est un pays ouvert à toutes les bonnes volontés afin de nous aider, nous accompagner dans le développement du pays. Concernant les îles éparses, le ministre a confirmé que nos revendications n'ont pas changé. D'ailleurs, les négociations avec la France devraient reprendre en septembre, a-t-il souligné. Toutefois, la délégation malgache va changer pour former la commission mixte. Lors de cette rencontre avec la presse aujourd'hui, le ministre a également insisté sur le retour de l'or et l'extradition des 3 ressortissants malgaches détenus en Afrique du Sud pour l'affaire d'exportation illégale des 73 kilos d'or en 2020 à Johannesburg. Selon lui, le procès est toujours en cours, mais l'autorité malgache insiste pour la restitution de ces richesses naturelles au pays.
Mais la répétition a débuté aujourd'hui au Loft pour les 19 jeunes filles de la télé-réalité F5 qui performeront lors de la première prème de ce samedi. Ces dernières préparent un show inédit pour ce samedi. 3 filles quitteront également l'aventure à l'issue de cette prème d'après un reportage de Fangesena Mireille et Barnienne à Denilson. Les techniques et méthodes d'apprentissage musical ont été au programme aujourd'hui au Loft. Une formation professionnelle pour accéder à un haut niveau. Puis les filles ont enchaîné sur la préparation du show de ce samedi dans le cadre de la première prème. La danse fait également partie de la compétition. F5 est donc une formation complète de la musique à la danse pour former un groupe de 5 filles performant en chant comme en danse selon coach Feed. La vraie compétition débutera ce samedi. Le jury attribuera des notes et 3 candidats quitteront l'aventure. L'après-midi de ce samedi sera axée sur les bandes originales de films que les filles interpréteront. Et concernant les actualités internationales de ce mardi, en Ukraine, la Russie réclame la tenue mardi d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, a déclaré son vice-ambassadeur auprès de l'ONU, Dimitri Polianski, cité par l'agence RIA, d'après ce reportage de France 24. La peur au ventre pour ces habitants de Nikopol qui ont encore été bombardés à 3 reprises la nuit dernière. La petite ville est située à peine 10 km de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Nous allons tous mourir si une catastrophe nucléaire se produit, pas seulement nous en Ukraine, la terre entière. C'est très sérieux, cette centrale a 6 blocs. Mon mari avait acheté cet appartement parce qu'il voulait laisser quelque chose à ses enfants. Il est mort et il ne laisse rien à ses enfants. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été conquise en mars par l'armée russe. Proche du front, ses abords ont été plusieurs fois bombardés ces dernières semaines. Bombardements dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Alors que les inquiétudes montent, vendredi, le président russe Vladimir Poutine a accepté que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique fassent une visite d'inspection à la centrale. Mais aucune date n'a encore été fixée. Certains experts estiment que la solide structure de la centrale devrait pour le moment permettre d'éviter un scénario à la Tchernobyl. Elle est très robuste sur les chutes d'objets ou les chutes d'avions. Elle a une enceinte de confinement en béton armé précontraint d'1 mètre d'épaisseur. On pense qu'elle peut résister à des tirs d'artillerie lourde. Ce mardi, la Russie a réclamé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de la centrale. Une démarche qui fait espérer un possible apaisement dans la zone. Les services de sécurité russes ont accusé lundi l'Ukraine d'avoir tué la fille d'un idéologue réputé proche de Kremlin, morte dans l'explosion de sa voiture près de Moscou. Vladimir Poutine dénonçant un crime ignoble, toujours d'après France 24. Au pied d'un mémorial improvisé, ces Russes déposent des fleurs et allument des bougies en hommage à Daria Dugina. Sa mort a été un choc complet. C'est encore difficile à croire d'associer la mort à une fille aussi brillante. C'est vraiment dommage. Nous ressentons la perte, comme si nous, en tant que communauté, avions perdu quelque chose d'important. Samedi soir, Daria Dugina, 29 ans, est tuée au volant d'une voiture sous laquelle une bombe avait été placée côté conducteur. Selon un média russe, elle rentrait vers Moscou après avoir assisté à un festival avec son père, Alexandre Dugin, visé par l'attaque selon ses proches. Lundi, le FSB a publié ces images d'une femme ukrainienne coupable de l'attentat selon le service de renseignement russe. Moscou assure qu'elle se serait ensuite enfuie vers l'Estonie, une affirmation contredite par Kiev. Les sites d'information russes, quant à eux, ont accusé la femme d'être membre du régiment Azov, accusation également réfutée par le groupe militaire. Les Russes connaissent déjà la conclusion à laquelle ils veulent arriver. Et ils essaient d'ajouter des faits peu crédibles et de mauvaise qualité pour arriver à leur propre conclusion. Le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage à Dugina,
et lui a décerné lundi à titre posthume l'Ordre du Courage, l'une des plus hautes distinctions dans le pays. Avec son père, Dougina était une fervente partisane de la guerre en Ukraine et la cible de sanctions américaines. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, en visite à Mayotte, a annoncé qu'il allait faire des propositions pour ouvrir des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants encadrés par des militaires. Pour ce détail dans ce reportage. Le ministre de l'Intérieur en bras de chemise aux côtés des gendarmes. À Mayotte, Gérald Darmanin a voulu afficher un seul message, celui de la fermeté. Sur la sécurité d'abord, avec son souhait de créer sur l'île des lieux de redressement pour les mineurs délinquants. C'était une proposition de campagne d'Emmanuel Macron. J'ai échangé avec le président de la République aujourd'hui. L'un des premiers centres d'encadrement militaire qu'il proposera, c'est-à-dire pour rééduquer, pour faire la sanction de ces jeunes qui manifestement sont devenus des gens qui attaquent, qui tuent, qui pillent, eh bien on le fasse ici à Mayotte. Dans son viseur aussi, l'immigration clandestine très forte en provenance des Comores voisines. Pour la limiter, Gérald Darmanin assume une nouvelle fois sa proposition choc, réformer le droit du sol sur l'île. J'aurai l'occasion en septembre d'échanger avec toutes les forces politiques du pays pour notamment suspendre le droit du sol tel qu'il existe ici à Mayotte, parce qu'on ne peut pas continuer à regarder les choses de la même manière. Pour qu'un nouveau-né devienne français, il faudrait désormais que l'un de ses parents ait, au jour de sa naissance, été présent de manière régulière sur l'île pendant au moins 1 an, contre 3 mois actuellement. Selon l'INSEE, près de la moitié de la population de Mayotte ne possède pas la nationalité française, alors qu'un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Une telle mesure a déjà été rejetée début 2022 par les élus locaux et suscite les critiques des associations de défense des droits de l'homme. Cela ne fera que renforcer une situation qui a des conséquences déjà dramatiques pour des milliers d'enfants et de jeunes adultes nés et ayant grandi à Mayotte. Ils sont déjà privés de l'accès à la nationalité depuis la dernière loi Asile et Immigration et condamnés à l'errance administrative. Cette mesure devrait être débattue dans le cadre du projet de loi sur l'immigration qui sera précédé par un grand débat au Parlement à l'automne. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva.